Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une toute nouvelle matinale trading très importante avec beaucoup de choses à dire. Nouvelle victoire de Ripple face à la SEC. On a un pétrole qui est sur des niveaux décisifs, des indices boursiers américains sur des niveaux décisifs, le dollar qui reste bullish, des datas macroéconomiques qu'on va disséquer, qu'on va étudier, qu'on va interpréter. Bref, ça va être super intéressant. Bien évidemment, on va revenir aussi sur la question des ETF. On va parler du début du procès de SBF et donc de FTX. Donc plein de choses super intéressantes. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti les amis. On va commencer comme d'habitude avec un premier point sur le marché crypto. Marché dans le rouge ce matin. Alors, c'est pas du rouge saignant, mais du rouge quand même globalement avec un Bitcoin qui repère 0,5%, Ether qui repère plus d'1%. Et du côté des alts, ça a été un petit peu plus hétérogène. J'allais dire Ethereum, ça a été un petit peu plus hétérogène. On a certains alts qui ont été en grosse difficulté comme AV, STX ou encore XEC. Et puis on en a d'autres qui ont beaucoup mieux performé. Je pense notamment au XRP dont on reparlera tout à l'heure, mais ça a été le cas aussi du RLB ou encore de TRX. Alors concrètement, à quoi il faut s'attendre dans les prochaines heures sur le marché crypto? Eh bien moi personnellement, je suis plutôt bullish sur Bitcoin à court terme. D'accord? Alors sur le compte du challenge, j'ai déjà fait une première petite entrée sur Bitcoin. Mais c'est vrai que sur mon compte principal, j'aurais bien aimé qu'on vienne swept un petit peu plus bas au niveau d'un order block en 1 heure qu'on a ici en fait. Donc sur les 27 000 $, voire même un petit peu en dessous, pour ensuite aller chercher les 28 700 $. Ça, c'est le plan que j'ai identifié, d'accord, à court terme sur Bitcoin. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que effectivement, lorsqu'on regarde les maps de liquidation qu'on va voir juste après, et ici l'order book, on a pourquoi pas une petite zone d'ordre à revenir chercher un petit peu plus bas, juste sous les 27 000 $, avant d'aller nettoyer tout ce qu'on a laissé en haut. On voit qu'on a des belles zones de FVG, mais surtout des belles zones de liquidité à venir récupérer. Donc là, la map de liquidation, elle correspond exactement au plan dont je vous parle actuellement. Une dernière petite prise vers le bas pour ensuite aller tout nettoyer jusqu'aux 28 700 $. C'est exactement ce que je prévois pour aujourd'hui. Malheureusement, lorsqu'on regarde du côté des funding rates, de l'open interest et des CVD spot, c'est possible que ce ne soit pas dans ce sens que ça se passe et c'est possible qu'on n'ait pas suffisamment de force en fait pour aller chercher tout simplement les 28 700 $. Donc ça, c'est la grande question qui va résider sur cette deuxième partie de semaine. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher justement ces 28 700 $? Là, on voit que depuis le début de la semaine, on avait un marché qui était quand même très calme, autant du côté du price action que de l'open interest. Mais on voit là, depuis ce matin, l'open interest qui est en train de repartir à la hausse. Alors attention, on peut du coup envisager un nouveau mouvement de volatilité intéressant sur Bitcoin. Les funding rates qui sont quasi neutres, on oscille légèrement entre du positif et du négatif. Là où par contre ça risque d'être plus compliqué, c'est que nous n'avons plus l'appui des spots. Ok, autant il y a encore jusqu'à quelques jours, on avait des spots qui étaient acheteurs avec des volumes d'achat qui étaient plus importants que les volumes de vente. Là, c'est repassé à l'inverse. On est sur un delta négatif. D'accord? Donc toutes ces informations sont évidemment pas forcément faciles à traiter, à interpréter et à appréhender. Malgré cela, je reste quand même dans mon scénario de base, d'accord, avec potentiellement une dernière petite prise de liquidité avant d'aller chercher plus haut. Mais au vu de certaines informations, on peut aussi très bien directement monter et ensuite foncer en direction des 25 300 $. Donc encore beaucoup d'incertitudes sur le marché crypto, il va falloir faire très attention. Mais pour le moment, la semaine se passe quand même plutôt bien et on le verra juste après, notamment avec le marché altcoin. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire du côté de Bitcoin. On reparlera un petit peu de Bitcoin plus tard parce que j'aurai des petits parallèles intéressants à faire, notamment entre l'or et le BTC. Vous verrez qu'il y a des petites choses intéressantes à dire de ce point de vue-là. Voilà, on va pouvoir désormais se tourner du côté d'Ethereum
puis des alts, du côté d'Ether, c'est assez simple. Au final, il n'y a pas grand-chose à dire. Ether qui continue encore et encore de chuter, d'accord? Donc là, vous avez sous les yeux la position qu'on avait identifiée lundi matin. L'objectif de retracement est toujours celui d'un retour en direction des 1550 $. Alors attention, on pourrait envisager peut-être, vu que je suis haussier sur Bitcoin, on pourrait envisager peut-être un petit retracement, récupérer un peu de FVG avant de prolonger cette tendance baissière. Hein. Si on a un Bitcoin qui carrément remonte jusqu'à 28 700, on peut envisager un retour d'Ether dans sa FVG vers les 1700 $ avant de rechuter. Hein. C'est tout à fait, c'est tout à fait envisageable. Et puis vous voyez, si je trace un autre Fibo sur cette impulsion haussière, voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai failli m'inverser dans mon esprit, excusez-moi. On vient de venir réagir dans cette zone de TE. Donc potentiellement, on peut avoir une petite réaction haussière aujourd'hui d'Ethereum à surveiller, même si je reste baissier. Hein, de toute façon, là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Mais la dominance du Bitcoin continue de monter. On a un Ether qui sous-performe BTC, qui est en grosse difficulté et qui est clairement bearish. Ok ? On va désormais pouvoir se tourner du côté des altcoins et on va commencer par parler du LTC ce matin sur lequel on s'est positionné hier justement. Très belle prise de position puisqu'on est magnifiquement, je ne sais pas si ça se dit, mais on est parfaitement venu chercher cette zone de liquidité. Du coup, on en a profité pour TP partiel et pour mettre le SL ABE. Donc là, vraiment, on sécurise la position. Surtout que vu qu'on a un petit biais haussier sur BTC, voilà, j'ai préféré jouer la sécurité, prendre des profits. Encore une fois, retenez bien l'adage, prenez des profits quand vous le pouvez et non pas quand vous le devez. Alors, à prendre avec des pincettes, ça dépend du contexte. Mais voilà, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, quand on a la possibilité de sécuriser ses positions, tout en restant dans un risk management cohérent, eh bien, il faut le faire. Donc, très belle prise de position sur l'iCoin. Voilà, on va voir ce qui va se passer par la suite, mais je reste quand même plutôt baissier de toute façon. Hein, c'est ce que je vous ai dit depuis le début de la semaine. Globalement, je suis plutôt haussier sur Bitcoin et je suis plutôt baissier sur les alts. Hein. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça aura un rapport avec ce que je vous dirai vis-à-vis de l'or. En fait, vous allez voir que tout ça va prendre son sens. Évidemment, ce matin, on va parler du XRP qui a fait une jolie poussée dans la nuit. D'accord, effectivement, Ripple a gagné une nouvelle bataille contre la SEC. Donc la SEC qui perd encore du terrain dans sa croisade contre les cryptos. Vous le savez, hein, du côté des ETF, ils ont été obligés d'accepter les ETF futurs Ethereum. On en reparlera tout à l'heure. Le Congrès américain met de plus en plus la pression à Gary Gensler pour l'acceptation des ETF Bitcoin. Hein. Il y a une lettre ouverte carrément qui a été faite par le Congrès américain pour demander à Gary Gensler directement d'accepter les ETF Bitcoin. Et donc là, la SEC, cette nuit, a eu donc la décision. Voilà, elle ne pourra pas faire appel contre Ripple. Donc très très bonne nouvelle, même si tout n'est pas encore gagné, hein. Encore une fois, voilà, il va falloir être patient, mais c'est encore une fois une nouvelle bataille de remporter. Et donc immédiatement, le XRP a réagi à la hausse, comme vous le voyez ici à l'écran. Et donc ce matin, j'ai pris la décision de re-rentrer en longue sur le XRP. Pour moi, on est venu chercher une zone intéressante et on pourrait, pourquoi pas, repartir en direction des 55 centimes, récupérer le plus haut de vendredi après-midi dernier. Donc configuration intéressante. Attention tout de même, ça reste une news centralisée, donc voilà, on sait que les news centralisées, généralement, elles sont ravalées, elles sont englobées assez rapidement, mais j'ai un setup qui me paraît quand même plutôt cohérent, donc j'ai suivi mon plan, je respecte ma stratégie et je la mets en place de manière concrète. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le XRP, mais en tout cas, bonne nouvelle. Alors attention, quand je dis ça, vous connaissez mon avis hein, sur Ripple et le XRP. Je reste quand même à moyen long terme, pas forcément trop optimiste quant à l'avenir du XRP. Ok, pour moi, c'est plus une crypto enfin, pour moi, elle a été dépassée. Pour moi, c'est plus de l'histoire ancienne. Peut-être que je me trompe, mais voilà. En tout cas, c'est pas parce que là, on a des bonnes nouvelles, effectivement, et qu'on a le cours du XRP qui monte, que ça change l'avis que j'ai de cette crypto et de ce projet à moyen long terme, d'accord? Mais en tout cas, ça reste quand même une bonne nouvelle pour le marché crypto et pour l'écosystème dans son intégralité, ok? Du côté du Link, désormais, on va attendre des prix d'entrée un petit peu plus haut dans de la FVG en 4 heures. Voilà, j'aimerais qu'on vienne faire une petite poussée vers les 7,80 $.
pour ensuite engranger une baisse plus importante. Alors là, au niveau du SL, ça va vraiment dépendre en fonction de votre risk management. Est-ce que vous la jouez serré pour aller chercher des gros RR ou est-ce que vous voulez vraiment vous laisser un petit peu plus de marge? Mais dans ce cas-là, vous aurez un RR beaucoup moins intéressant. En tout cas, position très intéressante là aussi sur le link qui sera à surveiller. Et puis, on a pas mal d'autres petits alts dans le viseur. Je pense à OP, je pense au CRV, je pense à INJ aussi qui est pour moi assez intéressant, tout comme le STMX dans lequel on est toujours en position et d'ailleurs qui se passe très très bien. Donc malgré la situation de marché, on a quand même des opportunités. Et encore une fois, on retrouve à nouveau ce biais-là d'un Bitcoin plutôt haussier et d'altcoins qui sont clairement dans des configurations baissières. Ok. Alors, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de ce que je voulais vous dire sur Bitcoin. Donc, effectivement, en fait, Bitcoin concentre les flux de capitaux actuellement. On l'a vu de toute façon avec voilà, la dominance du Bitcoin qui est repartie à la hausse, qui a cassé ce canal descendant par le haut, alors qu'on s'attendait à un dernier rebond sur les 48%. Voilà, on a une sortie haussière avec un break-off structure de cette dominance du Bitcoin, d'accord, donc qui monte et qui laisse un petit peu de côté Ether et les alts, et puis un Bitcoin qui concentre les flux de capitaux. Et alors, je me suis fait la réflexion et c'est assez intéressant parce que cette concentration de capitaux, cet afflux de capitaux vers Bitcoin et donc sa réaction haussière, elle intervient dans un contexte de grosse chute de l'or. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser? Eh bien, on peut potentiellement se dire que cette chute de l'or, elle a entraîné un déplacement en fait des capitaux, justement des investisseurs, de l'or justement vers Bitcoin. Et d'ailleurs, j'étais d'accord avec Vincent Gann dans sa vidéo de je sais plus quand, enfin une vidéo assez récente qu'il a sortie, où il disait très justement que effectivement c'est très très rare d'avoir des sessions où vous avez l'or et le Bitcoin qui montent en même temps. Il y a un arbitrage qui se fait entre les deux. Alors comment, je ne sais pas. Je n'ai pas exactement la clé, enfin je n'ai pas exactement la réponse, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un arbitrage qui se fait entre les deux et des afflux de capitaux qui varient en fait entre ces deux assets. Ok, donc c'est très intéressant de voir ça. Et donc cette montée du Bitcoin, attention, puisque si là on arrive sur une zone où on aurait un rebond du gold et des conditions macroéconomiques et autour de l'écosystème crypto qui se détériorent, eh bien on pourrait avoir une inversion assez rapide du Bitcoin, un retournement du Bitcoin justement sur les 28 700 $, puisque justement, et là j'y reviens, il faut quand même bien retenir que nous n'avons toujours pas eu de cassure significative bullish sur Bitcoin, d'accord? Malgré que beaucoup de personnes soient passées bullish ces derniers jours sur le cours de BTC, il faut bien penser que tant qu'on reste sous cette résistance des 28 700 $, sous ce plafond de verre des 28 700 $, on reste dans un scénario baissier. Il n'y a aucune raison d'envisager 29, 30 ou voire même 32 tant que nous n'avons pas passé les 28 700 $, d'accord? Donc pour moi, je reste dans des optiques de retracement vers 25, vers 24, vers 22, voire même vers 20 000 $. Ok, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto ce matin. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans le serveur Discord. Je vous ai détaillé un petit peu tout ça avec encore une fois les différentes maps de liquidation. Ok, donc n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu dans les différents salons. Il y a beaucoup d'informations très très intéressantes. Et puis donc juste pour terminer sur cette partie crypto, effectivement voilà, on le sait, hein, là les ETF Ethereum futurs sont en train d'être implantés, sont en train d'être mis en place puisqu'ils ont été acceptés par la SEC, mais on a toujours donc Gary Gensler et ses petits copains qui bloquent les ETF spot Bitcoin. Alors il y a eu beaucoup d'interrogations sur pourquoi en fait ils acceptent des futurs et non pas des spots. Et bien en fait parce qu'ils savent naturellement que sur les futurs il y a un petit peu plus de barrières à l'entrée et donc que c'est un petit peu moins accessible. C'est un produit financier en plus qu'ils maîtrisent mieux, les contrats futurs, la SEC, et du coup ils ont eu plus de facilité à les accepter. L'autre possibilité, c'est que ça soit aussi une sorte de manœuvre politique pour dire bah regardez, on accepte ça, mais par contre vos ETF spot Bitcoin, vous pouvez vous les mettre là où je pense. Donc c'est peut-être aussi de la stratégie de la part de Gary Gensler, donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. En tout cas, la pression s'accentue contre la SEC un petit peu de partout, de par les législateurs, les régulateurs, le Congrès américain et puis aussi par les acteurs du marché qui commencent un petit peu à
pousser. On voit Grayscale qui a de nouveau fait une demande. Et donc la croisade, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, la croisade de la SEC contre les crypto-monnaies devient de plus en plus compliquée pour elle. Ok ? Voilà, maintenant ça c'est dit, on va pouvoir passer à la deuxième partie, du coup cette fois-ci sur les marchés financiers traditionnels. On va commencer bien évidemment en parlant de notre fameux indice devise-dollar qui est très bullish. Alors assez étonnant ce matin, hein, juste en session de Londres, on a eu une baisse là tout à l'heure, entre 9h et 10h, une baisse du dollar un petit peu forte quand même. J'ai pas forcément trop compris pourquoi. Est-ce que c'est dû au PMI européen ? Peut-être, mais assez étonnant quand même. En tout cas, toujours est-il qu'on reste sur un dollar qui est extrêmement haussier, qui est extrêmement bullish. On est venu casser les précédents plus hauts de mercredi dernier, d'accord ? Et puis surtout, on a des datas macroéconomiques qui nous laissent penser que ce dollar pourrait continuer de monter. Et j'en reviens aux chiffres du coup, sur le rapport Jolts hier après-midi qu'on a eu à 16h aux États-Unis. Un rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi qui ne va pas du tout dans le sens de la Fed, d'accord ? Alors oui, on reste sur les derniers mois, sur les derniers résultats sur une tendance à la détente, mais c'est beaucoup trop léger. On a une tension qui reste beaucoup trop forte sur le secteur, sur le marché de l'emploi américain, et surtout un déséquilibre encore trop important entre l'offre et la demande. Et ça crée des problèmes. Ça, la Fed n'en veut pas, et surtout, ça reste du coup inflationniste. Et donc, c'est une des raisons, encore une fois, pour lesquelles on a un dollar qui, pour le moment, reste bullish. Alors, on verra si les résultats de vendredi, donc NFP, vont réussir potentiellement à contrebalancer cela et donc à nous permettre d'envisager un petit peu de reflux sur le dollar. Mais en réalité, les datas de vendredi pourraient être elles aussi très inflationniste, surinflationniste, et donc entraîner une très forte continuation haussière du dollar. Alors aujourd'hui, il y aura aussi des choses importantes à surveiller. Déjà tout au long de la matinée, là, on a eu des résultats donc, sur les PMI de services en Europe, d'accord ? Donc globalement, on reste dans des zones de contraction économique sur le secteur service, sauf pour l'Allemagne, où là, du coup, très bonne nouvelle. Déjà, la semaine dernière, en Allemagne, on a vu des bonnes nouvelles du côté de l'inflation, puisque l'inflation avait diminué drastiquement en Allemagne. Là, l'Allemagne, du côté des services, sort d'une phase de contraction économique et repart en phase d'extension. Alors, c'est assez étonnant puisque l'Allemagne était le pays européen peut-être le plus en difficulté ces derniers mois. Et là, en l'espace de quelques semaines, tout va pour le mieux, tout repart à la hausse. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la fête de la bière en ce moment qui est en Allemagne, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne, puisque l'Allemagne reste quand même le moteur, la locomotive de l'Europe. Et si on a une Allemagne qui reprend des couleurs, ça peut permettre à l'ensemble de l'Union européenne d'en reprendre aussi. Donc voilà, on repasse en phase d'expansion du côté allemand. Du côté de l'ensemble de l'Union européenne, alors on reste dans une phase de contraction, mais on fait mieux que la dernière fois et on fait mieux que les estimations. Donc là aussi, c'est encourageant, même si c'est trop peu. D'accord ? C'est encore trop peu, mais c'est encourageant. Cet après-midi, on va avoir pas mal de résultats du côté américain. Excusez-moi, je branche juste mon PC parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. On va avoir aussi des résultats importants, donc je le disais cet après-midi du côté américain, 14h15, création d'emplois dans le secteur non agricole, ADP, donc je précise bien, c'est un organisme non gouvernemental qui va calculer, un organisme externe du coup, qui va calculer en fait les créations d'emplois dans le secteur non agricole, donc on devrait avoir une baisse à 153 000 contre 177 000 précédemment. À 15h45, nous aurons là les résultats des PMI de services aux États-Unis, avec un indice qui se rapproche de plus en plus d'une phase de contraction. Vous voyez, 50,2, ça commence à être tendu du côté américain. Et attention, parce que des résultats sous les 50 du côté des PMI de service pourraient raviver les possibilités de récession. Et vu la situation, on en parlera tout à l'heure, du côté des indices boursiers américains, ça pourrait poser problème. À 16h, on aura l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Là aussi, on se rapproche de phase de contraction. À 16h30, on aura les stocks de pétrole brut qui seront très importants à surveiller. D'ailleurs, je l'ai omis tout à l'heure, mais à midi, il faudra suivre la réunion de l'OPEP avec attention. On en parlera de l'OPEP un petit peu plus tard dans la vidéo et de la situation du pétrole. Et on terminera à 18h avec un nouveau discours de Christine Lagarde. Donc une journée très importante
pour le dollar, mais pas seulement, puisque comme je vous l'ai dit, voilà, certaines données qui peuvent potentiellement raviver les risques de récession vont impacter aussi potentiellement les indices boursiers américains. Et on le sait, ils sont dans des situations très très compliquées. Je reviens sur le S&P 500. Pour moi, on a une double cassure très bearish sur le S&P 500. Alors oui, il y a ce gap de répulsion qu'on a laissé aux 4380 $, je suis d'accord. Mais toujours est-il qu'on a quand même une double cassure qui fait peur à voir. Et si on reste dans une situation inflationniste, mais avec un risque de récession qui revient, ça pourrait être très très compliqué. Surtout que visiblement, pour le moment, on ne semble pas avoir de rebond suffisamment important du secteur tech qui pourrait justement sauver un petit peu ces indices boursiers américains. Ok, donc voilà, c'est sensiblement la même chose sur le Dow Jones et sur le Nasdaq qui ont eu des sessions baissières sur ce début de semaine, notamment hier après-midi, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Sur Nasdaq et Dow Jones, on a eu des sessions quand même assez bearish sur ce début de semaine. On va donc, comme je vous le disais, reparler du pétrole américain, bien évidemment, et du rapport de l'OPEP qui a été effectué donc hier. L'OPEP, pour la deuxième fois consécutive, décide de rehausser sa production, notamment grâce à l'Iran, avec le soutien de l'Iran. Malheureusement, face à cela, on a toujours l'Arabie Saoudite et la Russie qui ont stoppé leur production, au moins jusqu'au mois de décembre. Le président de l'Inde, le ministre du pétrole de l'Inde a dit très très justement que, alors très justement, ça c'est justement la question, mais a dit que très clairement, si on avait un prix du baril qui passait au-dessus des 100 $, ça n'allait avoir d'intérêt pour personne. Alors la question c'est, est-ce qu'il dit ça pour calmer un petit peu le jeu ? Pour dire bon, faudrait pas faire n'importe quoi non plus, ou est-ce que c'est du bluff? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est sûr que effectivement, si on a un prix du baril qui passe au-dessus des 100 $, ça va avoir des répercussions. Alors lui disait, ça n'a d'intérêt pour personne. Ça a probablement des intérêts pour certaines personnes, mais justement, il veut éviter que ces certaines personnes-là ou ces certains pays-là en profitent. Toujours est-il que pour moi, je reste haussier sur le pétrole américain au moins jusqu'au mois de décembre. Pour moi, tant qu'on n'a pas une reprise de la production du pétrole en Arabie Saoudite, en Russie, je ne vois pas forcément de raison de retournement. Alors, on suivra à midi tout à l'heure la réunion de l'OPEP qui pourra être intéressante. Encore une fois, à 16h30, il faudra surveiller aussi les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Mais je reste dans une configuration haussière, d'ailleurs, avec des prix d'entrée pour moi plutôt intéressants ici en 4 heures sur le cours du pétrole. Je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement, les amis. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés financiers traditionnels. On va terminer juste avec une petite position du coup sur le GBP/AUD qui repasse enfin dans le vert après avoir frôlé notre SL et après plusieurs jours dans le rouge. Et enfin, juste pour revenir sur le gold, on s'approche du coup très très rapidement désormais de ce fameux support entre les 1800 et les 1810 $, zone sur laquelle potentiellement on pourra envisager une nouvelle prise de position. Gardez bien à l'esprit aussi la situation sur le marché obligataire américain qui est très compliquée. Tous les jours on fait de nouveaux plus hauts sur les taux à 10 ans, les taux à 30 ans aussi ne font que de monter. L'écart entre les taux 10 ans et les taux 2 ans s'accentue de plus en plus. La situation est extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler, mais si les taux 10 ans continuent de monter comme ça, le Bitcoin, pour plusieurs raisons, je vous l'ai déjà expliqué, ne tiendra pas très longtemps de cette manière. Et on pourrait avoir un retournement assez violent du Bitcoin si on a des taux à 10 ans comme ça qui font que de monter encore et encore aux États-Unis. Donc gardez bien à l'esprit le contexte global macroéconomique qui est défavorable pour le marché crypto. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je voudrais juste terminer pour vous dire que pour moi, à partir d'aujourd'hui, on va avoir des marchés qui vont être probablement beaucoup plus volatiles, avec certes beaucoup plus d'opportunités mais beaucoup plus de risques. On voit le VIX qui est clairement reparti à la hausse depuis le début de la semaine et on vient de passer de nouveau plus haut. Le VIX est en train de passer les 20. Ça commence à s'accentuer un petit peu. En termes de saisonnalité sur les marchés, vous le savez, on va rentrer sur une période de l'année qui va être beaucoup plus volatile, avec une volatilité qui va s'accentuer. Donc attention sur cette deuxième partie de semaine. Encore une fois, il y a beaucoup de catalyseurs, il y a beaucoup de choses qui vont probablement amener du mouvement. Donc soyez prudents, ne prenez pas de risques
inconsidéré. Les amis, nous on va se retrouver désormais cet après-midi à partir de 15h15 en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre l'ouverture de Wall Street comme d'habitude et les différents résultats macroéconomiques. À 18h, vous aurez un live sur les actualités de la semaine avec Théo. Et puis sinon, on se retrouvera demain matin. Demain matin, matinale un petit peu plus tôt que d'habitude puisque j'ai des rendez-vous importants dans la matinée. Voilà, sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires, très très important. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Salut les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.